Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Je te retrouve aujourd'hui pour une présentation de 6 ouvrages qui sont encore et toujours des lectures du mois de juin. Mais ce sera le dernier topo des lectures du mois de juin parce que dans le prochain, nous retrouverons des lectures en fin de juillet. Aujourd'hui, tu vas retrouver de la fantaisie, de l'historique, du classique et de la littérature étrangère. Voilà, on est parti. Le premier, c'est une suite de séries avec L'invincible forteresse, le trône de fer 5 de George R.R. Martin, aux éditions J'ai lu, et ça a été traduit de l'américain par Jean Sola. Il a été écrit en 1999 et cet ouvrage a eu le prix Locus. Voilà pour la petite introduction. C'est donc une suite, c'est difficile de donner plein de détails. Donc l'histoire de base, c'est une lutte de pouvoir pour obtenir la couronne et devenir le suzerain des 7 couronnes, parce que le roi précédent, qui est Robert Baratheon, lui, il est décédé. Donc il y a des guerres, des complots, des alliances, des trahisons, et tout ça, ça rythme toute la saga. C'est un roman choral dans lequel, à chaque chapitre, on retrouve un personnage, et évidemment, on apprend ce qui lui arrive, puisqu'on est dans ses aventures, on est dans sa tête, et on se demande un petit peu comment l'histoire va évoluer, mais évidemment à travers son regard. Du coup, c'est assez chouette parce que la plupart des personnages sont vraiment très cool, mais évidemment on a nos préférences, et donc en fonction du chapitre, c'est encore plus haletant, c'est encore plus touchant. Moi j'ai trouvé que ce tome-ci était un tome de transition qui augure pas mal d'actions et de changements dans le 6, mais il a été pour moi un petit peu en deçà du 4, enfin des autres en tout cas. Mais il n'en reste pas moins que l'univers, les personnages, l'ambiance, tous les complots et tout ce qu'on peut y retrouver, moi j'adore toujours autant retrouver tout cet univers, ainsi que la plume de Martin. C'est hyper riche, hyper haut en couleurs, et j'aime me plonger dans chacun des tomes, donc voilà, je prendrai le 6 avec grand plaisir. Et si tu ne connais pas encore cette saga, et que tu aimes la fantaisie, eh bien, qu'est-ce que tu attends? Ensuite, j'ai lu L'Innocence de Tracy Chevalier, c'est aux éditions Folio. Ça a été écrit en 2007 et c'est traduit de l'américain par Marie-Odile Fortier-Masset. Tracy Chevalier, c'est une autrice qui est contemporaine, mais qui à chaque fois prend un élément d'histoire, a souvent des héroïnes qu'elle place au centre de ses livres, de ses romans. Et donc c'est une autrice que j'aime vraiment énormément, j'ai quasiment tout lu d'elle, il me manque 2 ou 3 plutôt dans ces derniers, mais c'est à chaque fois un grand plaisir de lecture, et cette fois-ci ça n'a pas manqué. On retrouve ici l'histoire d'une famille dont le père est ébéniste, et suite au décès d'un de ses enfants, il décide de se rendre à Londres pour essayer de trouver un emploi et essayer de laisser derrière lui et sa famille cet horrible drame. On suit alors les pérégrinations de Jem, qui est le fils aîné de cet ébéniste. On les suit dans le Londres de 1792, dans les rues, les pubs, le cirque. Les conditions sociales, les mœurs sont hyper bien décrites aussi et participent à l'immersion que l'on a, parce qu'on est dans les rues de Londres, mais en même temps on est dans ce quotidien de chacun des personnages, et franchement c'est super bien réalisé. C'est la grande force, je trouve, de Tracy Chevalier, c'est cette immersion historique et ces personnages. On fait la rencontre de William Blake, le poète, qui amène une dimension un petit peu plus réflexive, ou en tout cas philosophique, parce qu'il amène quelques points de philosophie, mais très petite. On va y parler de l'éducation aussi, de l'engagement social et du besoin de la lecture. Alors c'est une lecture qui a été très sympathique. Pour une fois, ce sont des personnages que j'ai un peu moins appréciés, un peu moins attachants que d'habitude. C'est aussi plutôt un garçon qui est au centre de l'histoire et non pas une femme. Voilà, donc ça... elle a le droit d'écrire aussi sur des hommes, mais voilà, j'ai été un petit peu moins prise par l'histoire et moins en résonance en tout cas avec les personnages. J'ai trouvé qu'il y avait quand même parfois des petites longueurs et qu'il y avait certains thèmes qui étaient très intéressants, mais que je trouvais un petit peu survolés. Donc voilà, c'est une bonne lecture qui aurait pu être encore mieux, je pense, mais que j'ai apprécié faire. Donc voilà, si toi aussi tu aimes ces différents aspects, eh bien je pense que tu ne vas pas être déçu par la lecture de L'Innocence.
Ensuite, tu l'as peut-être vu passer, mais donc je me suis lancée dans la lecture du Père Goriot, par Balzac. Ici, ce sont les éditions du livre de poche classique. Et le livre a été écrit en 1835. Cette édition, je ne sais pas de quand elle date, mais presque à la même époque, 1972. Bon, je rigole, mais voilà, c'est une chouette vieille édition. J'ai réalisé cette lecture en commun avec 3 chaînes. La chaîne de Lire des livres, la chaîne de Séverine, donc la Bibliothèque Rose, et la chaîne d'Olivia et Roseau de Live, que je t'invite à aller suivre si tu ne les connais pas encore. Cette lecture commune a vraiment été l'occasion pour moi de sortir cette relique de ma palle parce que je n'y arrivais pas. J'ai lu quelques nouvelles de Balzac ou romans courts et j'avoue ne pas avoir été très séduite par le style, désolée. Et donc le Père Goriot ne voulait pas sortir. Grâce à cette lecture commune, ça m'a un petit peu forcé la main et donné la motivation pour le faire. Et donc rien que pour ça, j'en suis très contente. Ici on est sur un tome de la comédie humaine. On se retrouve dans la maison Vauquer qui accueille plusieurs pensionnaires. Et chacun a des traits de personnalité qui vont du mesquin au pathétique. Plus particulièrement, on accompagne et on découvre un homme qui est surnommé le Père Goriot et un autre personnage qui est Eugène Rastignac. Goriot a 2 filles, l'une est baronne et l'autre est vicomtesse, et lui vit non pas dans le luxe mais dans cette petite pension sans beaucoup d'argent. Il vit dans le dénuement le plus total. Il a vraiment très peu, voire aucun confort. Alors Eugène vit aussi dans cette pension. Alors lui, il a un nom, mais il est étudiant et n'a pas d'argent. Et il tombe amoureux d'une des filles du Père Goriot. Voilà pour l'histoire. Ici aussi, pareillement, j'ai trouvé que le style était un peu lourd. Il y a pas mal de digressions que fait Balzac qui me sortent de la lecture parce qu'il parle d'un autre sujet, parce qu'il fait une sorte d'envolée. Et en fait, moi, ça m'a sorti à chaque fois de la lecture. Et j'ai trouvé que c'était assez lent et ennuyeux. J'aime beaucoup le réalisme, j'aime qu'un roman puisse être long, mais il y a des styles qui nous plaisent plus particulièrement et le style de Balzac ne me séduit pas particulièrement. Pourtant, j'ai apprécié la qualité des descriptions et des thématiques qu'il aborde. Ça, franchement, on ne peut pas le lui enlever. J'ai trouvé que c'était bien caricatural. Ça illustre bien ce qu'il veut mettre en avant dans cette comédie humaine. Parce qu'ici, on a vraiment les bassesses de l'âme et les défauts et les traits de personnalité des personnes quand elles sont face à l'argent, aux besoins de l'argent, l'envie d'avoir de l'argent. Ce qu'il y avait aussi de bien illustré, c'était évidemment caricatural, mais on a la paternité exacerbée du Père Goriot. Pour moi, c'était vraiment même un martyr de cette paternité. Tellement il va loin avec ses filles et il accorde et il accepte vraiment beaucoup de choses. Ça en est vraiment limite malaisant. On se dit mais arrête maintenant, tu dis leur nom. Donc voilà, il arrive, Balzac, quand même, à nous faire ressentir beaucoup de choses avec ses personnages. Et on n'est pas neutre face à eux, et donc ça, c'est une grande réussite de sa part. Et donc même si je n'aime pas les tournures de phrases et le style de Balzac, je lui reconnais ça parce que j'ai ressenti ça aussi. J'aime également toute la satire sociale qu'il met en avant. Du coup, c'est dommage parce qu'évidemment, c'est une lecture qui était plutôt fastidieuse et non pas très agréable. Mais je suis contente de l'avoir faite parce que j'avais envie de découvrir quand même ce grand classique. Et donc maintenant c'est fait, à toi de voir si tu veux tenter le style, si tu le connais et que tu l'apprécies, évidemment que tu apprécieras celui-là. Et si pas, voilà, il y a d'autres qualités aussi et ça reste toujours quelque chose à découvrir, je pense, pour sa culture littéraire. Ensuite, quand je suis allée à Redu, je suis tombée sur ce petit ouvrage donc de Jeanne Campion, La leçon de piano. Ici, c'est aux éditions 10-18, traduit de l'anglais par Sandrine Pat, et ça a été écrit en 1993. C'est très court, en fait, il s'agit du scénario du film, donc ça a été écrit par Jeanne Campion, et puis après utilisé pour la réalisation du film du même nom, La leçon de piano, qui est l'un de mes films préférés, en fait. C'est pour ça que j'ai voulu le lire. Tu connais le film, tu connaîtras l'histoire, évidemment, mais pour ceux qui ne connaissent ni le scénario ni le film, on suit Ada et sa fille Flora. Toutes deux débarquent en Nouvelle-Zélande. Ada est pianiste, elle est passionnée de piano et de la musique,
mais elle est muette. Elle a été mariée à un homme qui habite la Nouvelle-Zélande et c'est pourquoi elle et sa fille débarquent sur cette île parce que elle doit à présent faire sa vie avec ce nouvel homme qu'elle ne connaît pas. Dès son arrivée sur l'île, sur la plage, elle doit laisser son piano parce que les personnes qui viennent et qui débarrassent ses affaires ne sont pas assez équipés et ne sont pas assez nombreux que pour pouvoir emmener le piano, donc elle doit s'en séparer. Quelqu'un d'autre le récupère et donc à ce moment-là, va-t-elle le récupérer ou non? Et si oui, à quel prix pourra-t-elle le récupérer? C'est un petit peu les questions qui sont présentes dans ce livre, mais pas que, hein, j'y reviendrai un peu plus tard. Comme c'est un scénario, il y a beaucoup de distance parce que chaque paragraphe commence par un numéro et par un petit élément de contexte, c'est-à-dire qu'on va retrouver intérieur nuit, réfectoire de l'école, et puis un petit passage. Et puis on va avoir intérieur nuit, cabane de Stewart. Enfin, voilà, on a chaque fois la localisation et la temporalité. Ce qui fait que ça casse un petit peu ce rythme-là, on n'est pas dans un roman, et donc il faut le savoir, et ça, c'est pas la même lecture en fait. Il faut vraiment le prendre comme un scénario pour voir un petit peu quelle est l'essence qui a donné le film. Le film est très mystérieux et le scénario aussi. On n'a pas toujours les pensées, ou en tout cas ce qu'il y a derrière les pensées ou derrière les actions. Ça reste vraiment très peu expliqué au niveau de leurs intentions et du pourquoi ils réalisent certaines choses. Donc il y a une grande part de mystère. Il y a donc une grande puissance de l'imagination et des représentations qu'on peut avoir. Et puis il y a plein de valeurs qui sont touchées. On n'est pas en accord avec certaines actions des personnages. Et donc ça c'est très fort et c'est très puissant aussi. Les personnages sont hyper gris. Il n'y a pas de gentils ou de méchants. Ce sont des humains qui pour toute une série de choses réagissent d'une certaine manière et donc on les suit ou non, on est en accord ou non. Ça évolue tout au long du texte aussi. Parfois on ne sait même pas pourquoi ils réagissent comme ça. Et alors il y a également des grands thèmes, le thème de la passion, de l'érotisation du corps, et ça c'est très très présent aussi, donc on aime ou on n'aime pas, mais voilà, c'est présent, c'est une réalité dans ce film parce que c'est fort mis en exergue. Et donc au niveau psychologique, au niveau sensation et émotion, j'ai trouvé que c'était bien réussi et on comprend ce qui a marqué ou ce qui marque dans le film. Mais voilà, c'est pas un roman comme on peut pas le qualifier de roman. Voilà, mais j'ai bien aimé découvrir cette base au film. Ensuite, j'avais envie d'aller un petit peu vers l'imaginaire. Je me suis donc tournée vers Darwinia, par Robert Charles Wilson. Ça a été écrit en 1998 et on est aux éditions Folio SF avec une traduction de l'américain par Michel Charrier. Robert Charles Wilson avait écrit il a écrit Les Affinités, la trilogie Spin. J'ai lu Spin de cette trilogie et j'ai lu Les Affinités que j'avais vraiment beaucoup apprécié, donc j'avais fort envie de découvrir Darwinia. Mais ici, on est sur un drôle de récit parce que c'est l'histoire de Guilford qui a 14 ans au moment où une catastrophe apparaît en 1912. Et cette catastrophe fait disparaître des terres, des hommes, et fait apparaître une autre terre, d'autres créatures qui sont parfois drôles, parfois dangereuses. Et 8 ans plus tard, à 22 ans, Guilford décide de partir en expédition sur un bateau. Donc il veut partir faire cette exploration pour découvrir ces nouveaux mondes et comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu cet incident sur Terre. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. On est dans une sorte d'uchronie qui change le passé donc, puisqu'une uchronie c'est un élément du passé qui ne se passe pas comme ça réellement existé. On est dans un thème sur l'évolution des espèces, on est sur les explorations, parce que quand il part sur ce bateau, on est vraiment guidé avec ce que ces gens voient, comment est-ce qu'ils vivent sur ce bateau et comment est-ce qu'ils vont apprendre au fur et à mesure des éléments qui vont enrichir leurs connaissances ou qui vont remettre en question ce qu'ils connaissaient avant. Comme c'est un nouveau monde, il y a des nouvelles espèces et donc ça c'est assez original parce que c'est un monde complètement fantaisiste avec des créatures fantaisistes également, parfois effrayantes. Voilà, c'est assez original. On est également en tout cas une partie se situe dans le Londres du début 20e, donc là aussi on se retrouve dans ces petites rues londoniennes et c'est fort plaisant. Malheureusement j'ai trouvé que le roman était assez ennuyeux
J'ai pas d'autres mots, mais c'est vraiment chaque fois le ressenti que j'ai. C'est censé être un roman d'aventure et c'était pas très haletant au final. Moi, j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, je restais vraiment à distance. Et il y avait également certains basculements, certaines péripéties que j'ai trouvées trop énormes. Et donc, j'avais un petit peu du mal à donner de la cohérence à ça. Donc parfois, ça peut être gros, c'est pas ça, ça ne me dérange pas quand c'est gros. Mais ici, je me disais vraiment, mais non, ça ne se tient pas, c'est pas crédible, c'est trop. Et donc, ça, j'ai pas apprécié non plus ce tournant. Par contre, au moment où il y a ce tournant dans l'histoire, même si j'ai pas apprécié en tant que tel le tournant, j'ai trouvé par contre que le rythme s'accélérait et qu'il y avait un peu plus de moments intéressants. Mais bon, comme il y avait moins de crédibilité et que c'était quand même un peu trop barré, voilà, j'ai moins apprécié ça. Puis je dois également dire que les personnages secondaires, pour moi, étaient très peu attachants et très peu présents dans mon esprit. Finalement, je les oubliais assez vite et ils avaient peu d'intérêt pour moi. Donc c'est une déception parce que je voulais le lire vraiment depuis longtemps et au final, j'ai trouvé que c'était très moyen, très moyen. Voilà, je n'ai plus beaucoup d'impressions, j'ai pas trop aimé la lecture et après coup, il ne m'en reste pas grand chose de cette histoire. Et puis, le dernier livre du topo, ce sont Les Belles Endormies, qui a été écrit par Kawabata en 1961. C'est donc un roman japonais par excellence. On suit Eguchi qui a plus de 70 ans et qui se retrouve pour la première fois dans une maison qui permet aux personnes qui payent, aux clients, de passer une nuit avec une belle jeune fille endormie. Donc quand la personne arrive dans cette chambre, la jeune fille dort déjà et est nue dans le lit. Et donc le client, finalement, passe la nuit avec elle et il fait ce qu'il veut, que ce soit rien ou plus. Il passe la nuit et le lendemain, il rentre chez lui. Donc c'est pour Eguchi l'occasion de se remémorer pendant la nuit ses anciennes amantes, son rapport au corps, son rapport au temps aussi. Il y a un grand rapport aux odeurs. Le roman nous plonge dans une ambiance qui est super malaisante. La beauté, l'innocence côtoient la perversité même quand il n'y a rien de concret. Il y a beaucoup de mystères aussi dans cette écriture, dans cette histoire. Alors l'écriture, on peut en parler, elle est très épurée, elle est très belle, très sensorielle, très sensuelle aussi, et très introspective. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette écriture qui nous plonge dans l'âme, mais une âme qui peut avoir beaucoup de noirceur. Donc j'ai trouvé la lecture de ce roman qui est très intéressant, plein d'émotions qui sont suscitées parce qu'on va ressentir de la fascination, du dégoût. On va osciller entre le mal-être, l'érotisation des corps, et j'ai bien aimé aussi les réflexions qui sont suscitées par l'expérience vécue par le protagoniste. Et alors le fait d'évoluer, parce qu'il y passe plusieurs nuits, et donc à chaque nuit, ça le fait évoluer aussi, et il aborde d'autres choses. Moi j'ai trouvé que c'était un petit peu court, il m'aurait fallu un petit peu plus de développement de l'histoire, pour le coup pour comprendre un petit peu mieux les intentions de l'auteur, parce que là, ça nous laisse énormément de mystères et beaucoup de directions possibles. Je pense que c'est clairement voulu, mais moi c'est le petit bémol de cette lecture, parce que j'aime quand même avoir quelques éléments de réponse, et là on reste sur ce que j'ai évoqué, ces émotions suscitées, mais voilà, dans quel but, dans quel sens, des réflexions qui sont là, mais où aller? Parfois ce n'est pas nécessaire. Ici je trouvais qu'il y avait une petite nécessité d'aller un cran plus loin. Voilà, en tout cas, moi c'est ce qui m'a manqué à la lecture, mais j'ai aimé l'affaire, j'ai aimé le style, et j'ai aimé les différentes thématiques, et son originalité aussi, et tout ce que ça fait ressentir et ressortir, parce que c'est quand même un exercice de style qu'on puisse arriver à éprouver tout ça à la lecture d'un très court roman. C'en est tout pour aujourd'hui. Je te rappelle que tu peux me suivre sur Instagram si tu veux avoir un petit peu plus d'infos, en tout cas au jour le jour, puisque là je poste après chaque lecture la lecture que j'ai effectuée et je mets la petite note. Tu peux aussi me suivre sur Livre Addict si tu en as envie, parce que je recense toutes mes lectures là aussi. J'espère que tu as passé au moins un bon moment, à défaut d'avoir pioché des lectures. Je te dis, comme d'habitude, à très bientôt. Et puis surtout, que le plaisir de lire soit avec toi.